Bienvenue dans la famille en question. Un tiers des adolescents de 17 ans reconnaît avoir consommé du cannabis au cours du dernier mois. Alors beaucoup d'informations circulent sur cette drogue et il devient difficile d'en mesurer les risques, quels sont les dangers réels du cannabis et comment les parents doivent informer leurs enfants. C'est ce que l'on va voir avec nos invités. J'accueille tout d'abord le père Pierre de Parseveau. Père, bonjour. Alors vous êtes responsable de l'association chrétienne La Luciole. Exactement. Fondée par des parents de toxicomanes. L'association vient d'ailleurs d'ouvrir une maison d'accueil pour jeunes et parents dans les Yvelines. Vous nous en parlerez, on la verra d'ailleurs dans un reportage. Deuxième invité à vos côtés, le docteur Monique Gobert. Bonjour docteur, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes addictologue et urgentiste à l'hôpital de Pontoise. Enfin, on retrouve notre chroniqueur Jean Villeminot. Jean, bonjour. Bonjour Stéphanie. Et vous êtes diacre et père de famille, vous nous apporterez votre éclairage sur ce thème tout à l'heure. Alors tout de suite, on va entendre le témoignage d'un jeune et d'une mère de famille aidée par la Luciole. C'est un reportage de Violaine Molinaro. C'est à la Luciole, une structure qui accueille des jeunes et des parents confrontés à la toxicomanie, que Grégoire, 27 ans, a trouvé le chemin de la guérison. Passionné de musique, Grégoire aspire à devenir pianiste professionnel. La musique m'a demandé une exigence qui n'était pas compatible avec la consommation en fait, de cannabis. Grégoire n'est pas un jeune à problème. Son addiction au cannabis s'est développée insidieusement. De consommateur occasionnel, il est devenu consommateur journalier. Et ce n'est qu'au bout de 3 ans qu'il réalise et reconnaît sa dépendance. On y trouve quand même évidemment une satisfaction, sinon on ne plongerait pas. Je dirais qu'on y trouve une espèce d'évasion psychique et psychologique qui consiste à retrouver des sensations physiques qui se rapprocheraient avec l'apaisement, mais évidemment cet apaisement n'est qu'illusoire. Incapable de travailler sérieusement ses partitions, Grégoire prend conscience de son enfermement moral et physique. Il trouve alors le courage de se confier à sa mère. Parce qu'une mère finalement ne voudra jamais à son fils d'avoir fait des bêtises s'il veut s'en sortir. Et je pense que le rôle des parents, il doit être assez ambivalent, c'est-à-dire qu'il doit, à l'image finalement de ce qu'a fait ma mère par rapport à moi, il doit en même temps montrer un certain désappointement, une certaine tristesse par rapport à ce qu'a fait l'enfant, tout en même temps montrer une aide aimante. Face à l'addiction, certains parents se retrouvent totalement démunis. C'est le cas de Christine qui combat depuis plus de 15 ans la toxicomanie de son fils. Avant de trouver du soutien au sein de l'association, cette maman a vécu des années dans la solitude et le désarroi. Je me suis vue à un moment donné au bout du rouleau, plus savoir quoi faire, me dire mais qu'est-ce qu'on va devenir, est-ce qu'on va s'en sortir, est-ce qu'il va y arriver. C'est à 12 ans que le fils de Christine a fumé son premier joint. Au fil des années, la situation s'est dégradée et le dialogue entre mère et fils s'est rompu. On se sent inutile parce que on peut pas, on n'arrive pas à savoir pourquoi et à renouer le dialogue avec nos enfants. Donc avec mon fils, le dialogue on le renoue depuis 3 ans. Malgré tout, Christine a tenu bon et n'a jamais cessé de le soutenir. Quand ils partent, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font, donc on leur dit tu sais où on habite, reviens. C'est tout. Il ne faut pas les lâcher. Grégoire a pris conscience qu'il ne pouvait s'en sortir seul. Et c'est auprès du père Pierre de Parseveau, responsable de l'association, qu'il a trouvé une oreille attentive. On se défait de ce poison en se faisant aider. Et je dirais que la pédagogie du père Pierre, c'est d'écouter le malade en fait, et surtout de lui montrer tout le bien qu'elle pourra tirer de l'arrêt en fait, de cette consommation. Cela fait plus de 6 mois que Grégoire n'a pas touché au cannabis. Et aujourd'hui, toute son attention est portée sur la préparation de ses concours pour devenir pianiste professionnel. Alors, on l'a vu dans le reportage, le cannabis peut provoquer une dépendance, on y reviendra. Mais tout d'abord, docteur Gobert, une réaction. Des témoignages comme celui de Grégoire sont fréquents dans vos consultations ?
très fréquent. Oui. Et moi, je retiens une chose qu'il a dit, un endroit où je peux être écoutée. Et c'est souvent ce qu'on a lors d'une première consultation cannabis. Les jeunes, même s'ils n'ont pas décidé d'arrêter, Oui. ils vont remercier qu'on les ait écoutés et du temps qu'on leur a consacré. Moi, c'est quelque chose que je retrouve de façon à peu près constante. Parce qu'ils n'ont pas écouté, sinon il n'y a pas d'espace de parole? C'est souvent rompu du fait de leurs errances, du fait de leurs bêtises, quelquefois de leur justice derrière eux. C'est difficile pour les parents aussi. On y reviendra sur cette question du dialogue, justement, parents-enfants. Père, alors quel est l'esprit de cette maison d'accueil qui vient d'ouvrir dans les Yvelines qu'on a vue? Alors c'est vrai que depuis longtemps, moi ça fait 30 ans que je suis sur le terrain, et c'est vrai que jusqu'à maintenant je montais des séjours comme ça de rupture, mais chaque fois en allant, donc on emmenait le vélo, on emmenait le matériel pédagogique, etc. Ouais. Jusqu'au jour où je dis, écoute Seigneur, voilà, ouais, si tu veux que ça se réalise, il me semble qu'il manque une petite structure en dehors de la prison, de l'hôpital, etc. Mais d'un lieu de vie simplement où des gens peuvent venir se poser, et des parents peuvent venir se poser. Et voilà qu'une lettre est arrivée en disant, voilà, on vous laisse une maison. En accord avec l'épiscopat, donc c'est un lieu qui était complètement en lien avec l'archevêché de Paris. Et ce lieu accueille effectivement un jeune qui peut venir dans la nature, donc soit couper du bois, soit couper de faisans que nous avons sur place. C'est en lien avec un jardinier professionnel qui est sur place. Donc tout est à travers la nature pour se dire, voilà, si je n'ai pas envie forcément de parler, je ne parle pas. Mais je sais que je peux avoir un moment aussi d'écoute, un moment d'échange, ou un moment de convivial à la table, un moment de billard, un moment de... Il y a un oratoire. Enfin voilà, chacun peut se retrouver avec ce qui va être peut-être le déclic pour dire je peux me regarder et être regardé autrement. Alors c'est pour des séjours courts, hein, vous m'aviez précisé voilà, que c'était 3 jours pour un jeune et puis une petite semaine éventuellement pour des parents. Mais c'est très court finalement. Quoi est-ce que ça peut vraiment aider un jeune? Alors effectivement, nous on n'est pas du tout, comme le médecin, on n'est pas du tout un centre médicalisé, nous ne sommes pas du tout un centre d'addictologie. Nous, on le fait toujours, c'est-à-dire que si c'est un jeune est suivi par un médecin addictologue, il nous donne l'accord que le jeune puisse venir. D'accord. Il vient avec son ordonnance et on donne le médicament en fonction de ce qu'il y a dessus. Soit c'est un jeune qu'on voit, là, actuellement, j'en ai plein actuellement, qui sont renvoyés de collège, par exemple. Ouais. Il faut qu'ils passent 8 jours, ils sont renvoyés de collège pour trafic de drogue, pour consommation, etc. Donc le matin, ils révisent leurs cours. Et l'après-midi, ils viennent avec nous ou faire du sport ou couper du bois. Donc c'est un lieu où en même temps, ils ne sont pas à la rue et dans la famille où finalement, voilà. Et au contraire, ça peut être des jeunes qui sont en train de rechuter, ou qui prennent conscience que c'est un dérapage possible, ou bien malheureusement des jeunes qui sont complètement handicapés, on en a pas mal, qui sont handicapés par le produit du cannabis, et que c'est leur seul lieu où ils peuvent un peu aller à la campagne. Voilà. Donc c'est 4 facettes, j'allais dire, où on permet à un jeune de venir, où on va jusqu'à accueillir 3-4 jeunes, hein, c'est le grand maximum, pour une journée, voire 2 nuits, voire 3 nuits. Donc c'est exprès, c'est court. Premièrement, parce que si le jeune est SDF, c'est difficile après de repartir sur les ponts. Ouais. S'il est dans un foyer social, on écrit au foyer social en disant voilà, il est avec nous pour 2 jours. Donc la réhabilitation n'est pas trop difficile. Ouais. S'il est suivi par un traitement médical, souvent on lui dira votre rendez-vous du médical, etc. tel jour. Donc nous on s'adapte en fonction un peu de tous ces schémas et on essaye de jouer la carte. Voilà, non pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence, mais un planning qu'on peut créer en fonction de chacun. Docteur Gobert, que pensez-vous des centres de séjour comme la Luciole, des centres qui ne sont pas médicalisés, hein, le père le disait? Je pense que l'approche peut être multiple, très très pluridisciplinaire. On peut essayer d'attraper les patients dépendants par n'importe quel biais, alors que ce soit par, je sais pas, le théâtre, un lieu de vie, un psychologue. Il faut tout décliner, il faut être inventif. Il faut s'adapter. Moi, je ne sais jamais ce que je vais dire à un jeune la première fois. Je ne sais pas comment je l'orienterai. On l'écoute et on essaie de bâtir quelque chose avec lui. D'accord. C'est pas nous qui décidons. C'est ça le problème, c'est qu'il faut les laisser venir. Et c'est aussi de leur propre ressort, hein, évidemment. Oui, absolument. Heureusement que l'homme est libre. Et je crois que c'est ça justement la richesse. Moi, j'aime beaucoup ce que vous dites. Moi je dis toujours, je vais les mains nues et la tête vide, je ne sais pas du tout. Et après, on voit effectivement qu'est-ce qu'ils vont nous faire dire, ou est-ce qu'ils ont une demande, ou s'il faut leur permettre de créer un peu cette demande. Mais je crois que c'est ça la richesse de la rencontre. Moi je pense qu'une pause de 3 jours comme ça peut au moins leur donner un temps de réflexion sur eux. Et de déclencher peut-être une prise en charge, parce que c'est
Vraiment, moi, ça me fait quelquefois penser à la pêche à la ligne. Hein. Quelquefois, ils arrivent, on ne sait pas trop pourquoi et par quel moyen. Et il faut les hameçonner. Voilà. Il n'y a pas. Trouver des choses qui peuvent convenir à chacun. Oui. Alors, Père, on revient à la dimension chrétienne de la Luciole. Il y a beaucoup d'associations d'aide pour les jeunes drogués, mais qu'est-ce qu'il y a comme patte particulière chez vous, alors? Je vais dire, c'est pas du tout le côté religieux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas affiché, c'est absolument pas. Quand on arrive dans la maison, il y a un oratoire. Hein. Oui. C'est vrai qu'on a beaucoup, les parents qui ont investi dans cette maison et qui travaillent dans cette maison, on est toute une équipe de parents qui sont sur place, oui. Qui sont tous des parents de toxicomanes. Et c'est vrai que c'est eux qui encadrent les jeunes. C'est eux qui sont les mamans de la maison ou les papas de la maison. Hein. C'est vraiment eux qui donnent l'esprit. Donc c'est très important pour moi qu'il y ait un cadre, j'allais dire, familial. Hein, voilà. Avant tout. Il y a tous les âges. Il y a la grand-mère, comme il y a le jeune couple qui vient. Il peut y avoir un jeune couple avec un enfant, enfin voilà. Mais l'idée, en tout cas, c'est qu'il y a un confort, un minimum de confort, un minimum de respect. Oui. Donc c'est vrai que c'est du beau, et on demande aux jeunes de respecter le lieu. Et c'est les jeunes eux-mêmes qui l'habitent peu à peu à ce lieu. Hein, donc ça, c'est important. Et la deuxième chose, en même temps, c'est effectivement que ces parents qui font de la présence puissent redonner goût à ce jeune, sachant que nous ne parlons ni de politique, ni de religion, je vais dire, oui. Ni de leur souffrance physique ou de ce que le médecin aura dit. Voilà, enfin, c'est un lieu de vie, c'est-à-dire qu'on essaie de parler de tout ce qui pourrait être la détente. Donc on peut partir faire une promenade en vélo, ils savent qu'il y a un oratoire, ils peuvent très bien aller se recueillir oui. Dans l'oratoire. Si tout d'un coup il y a un débat religieux qui s'impose, enfin qui se fait, on le prend, oui. On vit au rythme de ce qu'ils sont et à la respiration de l'instant. Hein, voilà. Et puis après, effectivement, moi, quand je dis une messe, je leur dis, voilà, vous venez, c'est une invitation. C'est toujours une invitation. C'est-à-dire, moi, je pars toujours du principe que le Christ a invité à conduire. Et après, chacun reçoit. Papa et maman me disaient toujours, tu dois, etc., ou il serait bien pour toi. C'est une éducation. Et oui. On invite l'être humain à être debout, à se mettre en route sur ce chemin. Et après, il découvre, finalement, à un moment donné, qu'il y a une rencontre extraordinaire qui se passe dans son cœur. Il mettait peut-être pas le mot de Dieu ou de l'Esprit oui. Saint ou autre, mais c'est un chemin qui se fait, et là on baptise actuellement, là justement bientôt un catéchumène qui justement a fait tout un chemin depuis très longtemps, et aujourd'hui il vit une libération qui est très forte, très belle. Alors, on l'a vu, hein, il y a des familles qui viennent sur place, et qu'est-ce qu'elles vivent ces familles dont un enfant se drogue? Alors c'est vrai que les parents... comme le disait le médecin tout à l'heure aussi, hein, moi je vois, on a énormément d'appels de téléphone par jour de parents qui nous appellent, même de l'étranger, en disant, de l'Afrique, en disant, je ne sais pas quoi faire. Alors c'est difficile de répondre par téléphone. Donc nous, on essaie toujours de dire, dans votre secteur, il y a au moins une antenne départementale médicalisée contre du télé. Bon, ça c'est notre premier regard. Deuxièmement, on refuse aussi toujours de dire, ce n'est pas par téléphone que tout peut se régler et ni par distance. Donc on essaie toujours de renvoyer l'appel sur le lieu le plus proche d'où ils sont. Mm-hmm. Bon, après, on s'entend. Moi, je sais qu'il y a plein de réponses que je ne peux pas répondre. Et je leur dis, voilà, je pense qu'il y a tel secteur qui pourrait être beaucoup plus spécialisé que nous. Bon. Et ensuite, ce qui marche assez bien, c'est tout ce qui est le volet rencontre parents et tout ce qui est la parole parents, c'est-à-dire des parents qui se retrouvent entre eux et qui s'épaulent. Mm-hmm. Moi, je vois finalement, on a actuellement 15 parents qui se retrouvent depuis plusieurs mois comme ça, gérés par une psychologue qui maintient, je vais dire, l'échange de paroles. Et la plupart de ces parents sont suivis eux-mêmes par un psychiatre ou un psychologue. Et je crois que c'est ça, savoir que nous n'avons pas le droit, enfin je vais toujours demander que la Luciole ne soit pas un lieu de réponse, oui. C'est une petite porte ouverte, si c'est un petit chemin de 50 mètres à faire pour une journée, peut-être qu'on ne reverra jamais le jeune, peut-être qu'on ne verra jamais les parents. Mais simplement se poser quelques instants, et si c'est au contraire, c'est une chute, ils savent qu'ils peuvent nous rappeler. Et moi je pense à un autre jeune là, qui fait le Tour de France avec son petit chien, qui se drogue à fond, on ne sait jamais où il est, et chaque fois qu'il revient à Paris, il fait une pause, et il vient nous dire bonjour en disant, je suis toujours en vie, mais demain. Eh oui. Bon, mais voilà, c'est en même temps, c'est un remerciement qu'ils nous font. Et les parents, c'est pareil, les parents viennent toujours nous dire, je viens, vous m'avez beaucoup apporté, vous continuez à m'apporter, oui. Et cette maison est aussi un lieu pour moi pour vivre, oui. En dehors de cette souffrance permanente à vivre. C'est une souffrance permanente, docteur Gobert, pour les parents? Oui. Ils ont besoin d'être aidés? Oui. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui a pu arriver, ce qui a pu se passer, pourquoi leur enfant dévie. Parce que c'est pas forcément, on l'entendait hein, pour le cas de Grégoire, c'est pas forcément un jeune à problème voilà, qui va être touché.
il y a un problème. Il y en a un. Il y est forcément, mais lequel? Donc ça, c'est ça le trajet, le parcours que font les gens qui essaient de se sortir de ça, c'est de découvrir le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui leur est arrivé? En toxicomanie générale, on trouve quand même souvent une souffrance familiale initiale d'enfants. Je me souviens de jeunes où finalement, pendant que l'enfant était très bébé, le père avait eu un grave accident de voiture et était absent parce que à Berck, dans une chaise roulante. On ne sait pas les choses qui vont déclencher ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce sont des jeunes qui vont s'isoler, qui se sentent pas bien chez eux. Donc ils vont chercher ailleurs quelque chose qui va les rassurer. Dans l'ensemble, ils sont quand même un peu anxieux parce que il faut pour nous, il y a différentes consommations quand même de cannabis. Il y a celui qui, de temps en temps, en fait, va prendre un joint avec ses copains. Il va passer la soirée comme ça. Et ma foi, s'il mélange pas avec d'autres drogues, ça se passera plutôt bien pour lui. Et puis, il y a celui qui y retourne et puis qui commence sa journée dès le matin avec ça et qui va vivre avec le cannabis. Enfin, qui essaie de vivre. Qu'est-ce qui fait que le jeune, justement, peut passer éventuellement d'une consommation tout à fait ponctuelle à une consommation régulière, voire à de la dépendance? Je pense qu'il n'a pas d'intérêt, il n'a pas trouvé d'intérêt à vivre. Il se referme dans sa coquille. Le cannabis, c'est une chape, c'est une couverture. On se met dedans, on se love dedans et on y est bien. Il n'y a pas d'agression extérieure. Tout ce qui vous arrive va arriver à travers un espèce d'écran. Oui. Donc on est bien avec soi-même. On ne va pas aller regarder ce qui se passe ailleurs, ça pourrait être dangereux. Donc on va rester bien enfermé dans sa coquille. Surtout qu'on ne vous agresse pas et qu'on vous laisse tranquille. Et c'est difficile de sortir de cet œuf. Et c'est la raison pour laquelle ces jeunes peut-être arrivent à vous pour des aides. Comment est-ce que vous les accompagnez concrètement? Vous disiez, je ne sais pas très bien sur quoi on va partir quand je rencontre un jeune. Comment ça se passe? On essaie de comprendre déjà à quel stade ils en sont. Ce qu'ils ont déjà fait comme effort pour en sortir. Qu'est-ce qui se passe surtout quand ils arrêtent? Parce que quelquefois, c'est pas innocent cette prise de cannabis. C'est le seul produit qu'ils ont trouvé pour calmer une agressivité extrêmement importante qu'ils ont en eux. Et auquel cas, vous avez intérêt à pas leur dire d'arrêter trop vite. Comme ils disent, je vais péter un câble. Oui. Quelquefois, ça va très loin. Ça peut aller jusqu'à des scarifications, des automutilations. Donc, il faut toujours essayer de savoir, quand on est en face d'un dépendant, je parle bien d'un dépendant du cannabis, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a un trouble psychologique derrière? Lequel? Est-ce que c'est une dépression? Est-ce que c'est qu'une anxiété, une phobie sociale? Est-ce que c'est de la schizophrénie? Parce qu'on sait très bien que dans beaucoup de pathologies mentales, en particulier la schizophrénie, les schizophrènes fument énormément. Qui a commencé? Voilà. C'est peut-être un accélérateur de déclenchement de la maladie? Voilà. Moi, personnellement, je le pense. Je sais bien qu'il existe des psychoses cannabiques qu'on a essayé de différencier de la schizophrénie, mais je les trouve bien proches tout de même. Et je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Et quelle approche vous avez, vous, docteur, par rapport au fait de fumer du cannabis? Est-ce que vous dites il faut pas, c'est dangereux, etc. Ou on peut avoir une approche modérée alors, en fonction du profil de la personne? C'est variable. C'est en fonction du profil de la personne. Si c'est quelqu'un où vous sentez que derrière, il y a probablement une psychose, avec des risques d'auto-agression, vous allez y aller doucement, vous n'allez pas lui dire il faut absolument arrêter comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, quand ces patients-là viennent vous voir et que vous savez pertinemment qu'ils sont suivis dans un service de psychiatrie et qu'ils vous demandent d'arrêter, parce qu'il faut savoir pourquoi ils viennent vous demander. Quelle est la motivation qu'ils ont eue? Et ces motivations peuvent être extrêmement variables. Il y a des fois, c'est parce que tout leur argent passe là-dedans et que ça suffit quand même. Ils voudraient bien avoir un peu d'argent pour eux. Et puis, il y a des fois, c'est des demandes très incongrues. Par exemple, j'ai arrêté tous mes traitements antipsychotiques et je voudrais avoir un enfant. J'ai déjà eu cette demande-là. Ouais. Et donc, on va changer de thérapeute. On va essayer d'aller voir un addictologue qui va répondre par le biais du cannabis, en fait, à la demande profonde qui est « j'ai une grande souffrance de ne pas avoir pu avoir d'enfant ». C'est pas évidemment le quotidien, mais ça peut arriver. Donc il y a tout entre ça qui est le cannabis maximum et où il va falloir faire
attention, parce que peut-être qu'il n'y a pas de vie possible sans ce cannabis qui adoucit les hallucinations, qui adoucit... on sait bien que le cannabis les aggrave, mais en même temps les adoucit. Voilà, donc c'est l'approche vraiment au cas par cas. Voilà, c'est au cas par cas. Alors, il vous arrive, docteur, de rencontrer des parents. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent, ces parents? Ils n'ont pas vu les choses arriver, ils ne sont pas informés. Comment vous les percevez, ces parents? Je pense qu'ils ont du mal à voir la réalité de ce qui arrive à leur progéniture. Et comment ça se fait? Parce qu'on en parle quand même beaucoup du cannabis en termes de santé publique. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites. On en parle, mais j'ai des demandes quelquefois incongrues du style mais bon, avec ça, est-ce qu'il va pas... je sais pas moi, il va... des questions qui se posent pas. Est-ce qu'il va devenir fou alors que le gamin, on l'a pris avec un joint dans son sac et il va le fumer avec des copains à une fête une fois par mois? Et les parents, ils doivent réagir comment, justement, s'ils tombent sur un joint dans la chambre de l'ado? Alors, moi, je pense que déjà, faut les remettre devant la loi. Ouais. C'est illégal. De toute façon. Donc, il faut, quand on est en consultation comme ça avec un jeune, il faut lui faire sortir les questions qui peuvent lui amener des ennuis. Qu'est-ce que tu y trouves de bien? Puis qu'est-ce que tu trouves qui pourrait t'amener des ennuis? Et il faut les faire ressortir. Ouais. Et en fait, ils savent tous qu'il ne faut pas se faire gauler, comme ils disent, avec du cannabis sur eux. Donc, ils jouent un peu avec ça, mais je suis pas très inquiète pour un jeune qui a des très bons résultats scolaires, qui est bien en famille, qui va jouer de la musique avec ses copains, qui a une activité sociale et qui va venir parce qu'on l'a trouvé une fois avec un joint dans son sac. Celui-là, je ne vais pas m'inquiéter. Par contre, je vais m'inquiéter sur celui qui perd ses repères, qui va commencer à s'isoler, qui va fumer tout seul dans son coin, qui petit à petit se réduit ses activités, dont les résultats scolaires sont en chute libre. Cela, il faut s'inquiéter vraiment, et il faut absolument que les parents les amènent à une consultation. Ça, pour moi, c'est bien séparé, ces deux consommations-là. Et encore une fois, je dis, le cannabis, d'accord, c'est une drogue illégale, mais on a une drogue légale en France qui s'appelle l'alcool, et qui fait bien plus de ravages chez les jeunes. Alors, quelquefois, ils mélangent les deux, mais vous connaissez la nouvelle mode du binge drinking, là, où on se saoule pour se saouler, pour avoir une sensation. Il faut ressentir quelque chose. Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Et Jean, comment est-ce que les chrétiens, selon vous, peuvent aider des jeunes qui sont dans ces situations de dépendance au cannabis, en particulier aujourd'hui? C'est le thème de l'émission. Ça a été évoqué. Je prends la parole avec beaucoup d'humilité après vous avoir entendu. Je crois que vous avez apporté beaucoup d'informations. Ce que j'ai entendu est axé sur l'aide à celui qui fume du cannabis. Il faut, je pense, également rappeler un certain nombre de choses avant que la situation se passe. Et je crois qu'il faut bien rappeler qu'on ne se construit pas sans bénéficier du service de l'autorité de quelqu'un. Et je pense qu'il faut le rappeler aux parents et le rappeler à notre société. L'autorité qui est un service indispensable pour qu'un jeune puisse trouver du sens à sa vie, et donc ne pas s'enfermer dans quelque chose d'illusoire. L'autorité qui consiste à dire ce qui est bien et ce qui est mal. Quand je vous entendais dire qu'est-ce qui est bien et quels ennuis tu peux avoir. L'autorité qui consiste également à s'opposer lorsque c'est nécessaire, mais l'autorité qui est miséricordieuse, sinon c'est une catastrophe absolue. Et si on n'exerce pas cette autorité auprès de l'enfant, c'est-à-dire à la fois lui donner une loi et à la fois être totalement miséricordieux, accueil, alors à ce moment-là, il risque de se passer de sérieux ennuis pour l'enfant. Donc je crois qu'il faut le rappeler aux parents en cette période où beaucoup de gens répugnent à exercer leur autorité parce qu'ils ont l'impression d'être autoritaires. Parce qu'on leur a dit que le respect de l'autre consistait à accepter tout ce qu'il fait. Parce qu'on leur a dit que finalement, faire l'expérience de tout, ça n'était pas grave. On est dans une société très expérimentale où chiche, on va voir et puis on verra bien les conséquences. De toute façon, il faut expérimenter, ensuite on verra. Mais en même temps, l'autorité au niveau de la société, qui est frappée quand même par un cynisme impressionnant, tout est objet de dérision.
et donc ça ne pousse pas à la responsabilité. Il y a certaines émissions de télévision qui certainement ne sont pas très favorables à la compréhension de la part des jeunes sur l'importance de ce qui est bien et l'importance de ce qui est mal. Donc il faut rappeler ça et aider les parents à exercer leur autorité pour qu'ils ne soient pas, pour tout mettre en œuvre, pour éviter le démarrage de ça quand on connaît les dégâts que ça fait derrière. Merci à tous les trois. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur la luciole, eh bien c'est simple. Vous pouvez regarder le site internet laluciole.info. Je signalais le titre de votre dernier livre, Père de Parseveau, Les drogues, impasse des illusions, guide totus paru aux éditions du Jubilé. Et enfin, sachez qu'un colloque est organisé au Collège des Bernardins dans quelques jours, le 16 mai, sur les jeunes et les addictions. Pour en connaître le programme, www.collegedesbernardins.fr. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir.